New York en 1955. Ville de tous les rêves, presque aussi inaccessible depuis l'Europe que la Lune. L'Allemagne me paraissait à l'époque complètement provinciale. Otto Erich Filius fuit cette atmosphère provinciale à bord du légendaire Super Constellation, un moyen de transport réservé à une élite. À l'époque, les vols charter n'existaient pratiquement pas. Prendre l'avion coûtait très cher. Annette Steiner arrive à s'évader de son village au cœur de la Suisse en devenant hôtesse de l'air. Et avec sa caméra, elle accumule des trésors venus d'une époque où les touristes ne prenaient pas encore l'avion, même s'ils en rêvaient tous. Le plus excitant, ça a été le premier vol sur New York. C'était vraiment spectaculaire. Le Super Constellation permet de franchir les océans, mais il n'est pas à la portée de tous. Le billet le moins cher pour New York équivaut à 7 mois de salaire moyen. En Europe de l'Ouest, l'aventure du transport aérien repart de plus belle et tout le monde rêve de devenir pilote ou hôtesse de l'air. Emergency shut, no flamers. 2, 3, 4 open. Il y a en Europe un Super Constellation qui vole encore, quand il y arrive. 2, 3, 4. 1, 2, 3. It's running. Bei der Conny ist das eigentlich eine... Cet avion exige d'être traité avec amour. Il faut être plein de délicatesse. On tremble toujours en espérant que tout va fonctionner. Les moteurs crachent de la fumée, laissent échapper des flammes. C'est le soulagement. Ouf, il a encore réussi à démarrer. Ernst Frey pilote les plus gros jets civils. Il aime les avions à réaction, mais sa passion va sans hésitation à l'appareil avec lequel tout a commencé, le Super Constellation et sa célèbre triple dérive. Avec d'autres fanas de l'aviation suisse comme lui, Frey a réussi à sauver cet exemplaire de la ferraille. Pour le maintenir en état de vol, ils sont sans cesse sur la brèche. L'avion est devenu un moyen de transport banal. Les gens vont quelque part, ils ne savent même pas où exactement. Nous, on fait corps et âme avec cet avion. Et quand on en descend, on continue à penser à lui. Aéroport de Sion, dans le canton du Valais en Suisse. Ici, le rêve d'Icare a fait un bond de 60 ans en arrière. Au début des années 50, l'Europe commence à oublier la guerre, la vie reprend ses droits, partout, les initiatives fleurissent. Les frontières sont enfin rouvertes, les déplacements sont plus faciles et les gens apprécient de pouvoir voyager librement. Certains se découvrent des envies nouvelles et veulent partir à la découverte du vaste monde. Annette Steiner vit à cette époque dans une petite bourgade suisse. Une vie tranquille et sans aspérité. La jeune fille rêve d'horizons lointains, mais ses moyens sont limités. Je m'en souviens. C'était le bon vieux temps. À l'âge de 20 ans, Annette Steiner fait un choix décisif. Elle quitte tout pour se faire une place au soleil et débute comme hôtesse de l'air à la Swissair. Maintenant, elle va pouvoir apprécier les charmes des continents lointains. Elle emmène partout sa caméra 8 mm et fixe sur la pellicule ses aventures. La géographie m'avait toujours passionnée.
Je voulais découvrir le monde. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité. Pour mon premier vol, je suis allée à Paris. J'étais évidemment surexcitée. Même si je connaissais déjà l'avion, on s'était familiarisé au sol. On avait appris chaque geste. Mais quand l'appareil se met à rouler et s'élève dans le ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire que je n'oublierai jamais. L'Allemagne vue du ciel est bien différente de la Suisse à cette époque. Les cicatrices de la guerre sont visibles partout. La berlinoise Margot Rode a encore devant les yeux les avions de transport alliés qui ont permis de ravitailler sa ville durant le blocus imposé par l'Union soviétique. Pour la population de Berlin-Ouest, le pont aérien de 1948-49 restera à jamais synonyme de liberté. Margot ne connaît le monde que par les journaux. Comment faire pour le voir réellement? La jeune femme va trouver la solution par hasard. À vrai dire, je n'avais jamais pensé à l'avion, même pas en rêve. C'était bien trop inaccessible pour moi, jusqu'à ce que des amis me présentent un jour une hôtesse de l'air. C'est elle qui m'a convaincue, en me disant « Mais pourquoi ne voulez-vous pas essayer ?» Je me suis dit « Oui, pourquoi pas ?» Et voilà. Les compagnies aériennes étrangères sont à ce moment-là les seules habilitées à desservir l'Allemagne, mais 10 ans après la fin de la guerre, la compagnie nationale, la Lufthansa, est autorisée à reprendre ses vols. Elle renoue avec son passé prestigieux et embauche pilotes et personnels de cabine, dont Margot Rode. La sélection était sévère, mais pour toutes ces jeunes femmes, c'était bien plus encore qu'aujourd'hui une profession de rêve qui leur permettait de s'échapper d'une Allemagne meurtrie par la guerre. New York, hier comme aujourd'hui, la destination qui fait rêver. C'est la ville de tous les possibles, un maelstrom fabuleux, vibrant de lumière et de bruit. Franchir l'Atlantique d'un bond n'est pas une aspiration neuve. Dans les années 30, les zeppelins allemands reliaient déjà régulièrement les deux continents. Ils allaient 2 fois plus vite que les paquebots les plus rapides, avec un confort et un luxe équivalents. Le premier vol civil sans escale entre Berlin et New York a lieu en 1938. Un exploit passé inaperçu à cause du début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais New York restera malgré tout une destination mythique. Les Européens continuent à rêver de la cité qui, selon la légende, ne dort jamais. Fébrile à l'idée de réaliser ce rêve, Margot Rode se rend en 1955 à Hambourg pour intégrer la Lufthansa renaissante, qu'il a choisie parmi plusieurs centaines de candidats. Commence alors pour elle une formation où chaque détail est passé en revue. On était un peu comme des cobayes. Ils ont essayé de nous bourrer de connaissances. On a dû apprendre des tas de choses inutiles. Ça allait de la météorologie aux horaires, des différents tarifs à la technique. En théorie, on était capable de démonter un Convair 340 pour le remonter ensuite. Heureusement qu'on n'a jamais eu à le faire. La compagnie aérienne fait de Margot Rode son hôtesse de l'air modèle. Elle représentera cet idéal pendant de nombreuses années en Allemagne. Les compagnies ont toutes les mêmes exigences. Jeunes, séduisantes et surtout célibataires. Le contrat de la Swissair stipulait que nous devions arrêter à 35 ans. Et si on se mariait, c'était la porte.
Annette Steiner remplit son rôle avec plaisir. Elle aime flirter au service de la Swissair, et parfois plus. À cette époque, c'était les hommes qui décidaient. Enfin, en tout cas, à bord de l'avion. La répartition des rôles à Hambourg n'est pas différente. Les chefs sont tous des hommes, ils pilotent l'avion et maîtrisent la technique. Les femmes sont chargées de maintenir à bord une ambiance agréable. 17 ans après l'inauguration de la liaison Berlin-New York, le transport aérien en Allemagne repart de zéro. Il commence par quelques lignes intérieures, avec à bord Margot Rode. C'était grisant. Je n'avais jamais pris l'avion auparavant. Et quand j'ai commencé, c'était la première fois que je voyais un appareil de l'intérieur. Margot s'en sort à merveille. Dès le vol inaugural entre Hambourg et Francfort, le 1er avril 1955, elle a une foule d'admirateurs. Un journaliste de Hambourg écrira après ce voyage « Un regard de ses beaux yeux justifierait à lui seul l'achat du billet d'avion. Mademoiselle Margot est sans aucun doute l'un des atouts majeurs de la nouvelle Lufthansa. » Il est resté mon admirateur le plus fidèle. Malheureusement, il vient de mourir il y a un mois. Nous étions toujours en contact et c'était toujours très émouvant. Les soupirants n'étaient pas rares parmi les passagers. On ne comptait plus les déclarations enflammées et quand l'équipage était à l'autre bout du monde, la compagnie faisait suivre ses compliments par téléx. Les attentions spéciales et les privilèges sont la règle. Les hôtesses de l'air qui disposent à l'aéroport de Hambourg d'une piscine ont toutes les raisons de se prendre pour des stars. Cela fait des années que la Suissesse Annette Steiner n'a pas regardé ces films. Pour la revoir, ses admirateurs essayaient souvent de connaître ses plans de vol. Dans les années 50 et 60, les hôtesses de l'air sont un parti très recherché. Il y avait des hommes d'affaires qui prenaient souvent l'avion. On se revoyait en fonction des plans de vol, 1 ou 2 fois par mois. Il s'ensuivait parfois une sorte d'amitié, même si nous avions pour consigne de ne jamais donner nos coordonnées personnelles. Mais on se débrouillait quand même. Dans la grande aventure de l'aviation, il y a aussi les hommes, les pilotes et les techniciens. Harald Klaasen travaille dans les hangars de Hambourg. Les moteurs à hélice modernes l'attirent tout autant que les charmantes hôtesses de l'air. Wir sind 1955 La Lufthansa a repris son service en 1955. À l'époque, nous avons acheté des avions ultra-modernes pour redémarrer. Le Super Constellation de la firme américaine Lockheed, à l'origine un transport de troupes, est le plus gros avion de son temps, c'est aussi le plus beau. Avec lui, la Lufthansa veut réussir à relier les continents entre eux. Son fuselage élégant et sa triple dérive en font le seigneur de l'Atlantique. Le Super Constellation devient le porte-drapeau de la nouvelle Lufthansa et le symbole du retour de l'Allemagne dans le transport aérien.
Travailler sur cet avion était un grand honneur. À l'époque, je débutais comme mécanicien. Je faisais les travaux subalternes. Harald Claassen est l'un des premiers mécaniciens du Super Constellation. Les pilotes savent que leur vie dépend de l'excellence de leurs techniciens, bien plus qu'aujourd'hui où les ordinateurs repèrent et signalent immédiatement toutes les pannes. Autrefois, les pilotes ne s'apercevaient bien souvent d'une panne de moteur qu'en plein vol. D'une manière générale, les avions à hélice n'étaient ni aussi sûrs ni aussi performants que les avions à réaction actuelle. La révision des moteurs du Super Constellation était compliquée. Ça durait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Au bout d'à peine quelques centaines d'heures de vol, il y avait souvent des réparations à faire. Les moteurs se révèlent être le point faible de cet avion. Les passagers eux-mêmes le constatent parfois quand l'une des 4 hélices s'arrête brusquement de tourner. Et du coup, le Super Constellation s'est vu affublé d'un surnom ironique, le meilleur trimoteur du monde. Il faut reconnaître qu'il y a eu un certain nombre de vols qui se sont terminés avec 3 moteurs. Un moteur tombait en panne pendant un vol sur 3, selon les statistiques. Prendre l'avion comportait des risques bien plus importants qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de radar embarqué. Avant chaque décollage, il était essentiel d'étudier attentivement les conditions météorologiques. La moindre erreur de préparation pouvait être fatale. Deux mois seulement après le nouveau départ de la Lufthansa, le premier vol pour New York est programmé. Le 8 juin 1955, l'Allemagne retrouve son rang avec un réseau international, même si l'aéroport de Hambourg ressemble plus à une gare et les salons d'embarquement à la salle d'attente d'une gare routière. J'étais très curieux, un peu tendu aussi, évidemment. J'avais déjà volé sur d'autres appareils, mais là, il s'agissait de franchir l'Atlantique, et je ne l'avais jamais fait. Otto Erich Filius a eu le choix entre 3 jours dans une cabine de première classe sur un paquebot ou une première en avion. Il se rend à New York pour le compte d'un constructeur automobile allemand. Porsche veut s'attaquer au marché américain et a décidé d'y envoyer son meilleur vendeur.